Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 88e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Ce que tu fuis te poursuit. Carl Gustav Jung. Pourquoi partir sur cette citation qui est, je vous le rappelle, ce que tu fuis te poursuit? Eh bien parce qu'en accompagnement, aussi bien chez un psy que chez un coach, ou même ailleurs, très souvent la demande c'est « aidez-moi à ne plus avoir peur quand je dois faire ci ou je dois faire ça. Aidez-moi à ne plus être en colère quand je dois faire ci ou je dois faire ça. Aidez-moi à ne plus me sentir comme ci quand je dois faire ci ou quand je dois faire ça. » Bref, j'en connais une qui dirait « aidez-moi à ne plus ressentir ce que je ressens. Aidez-moi à reprendre la main, à être le pilote, le commandant de ce que je ressens. » Alors on pourrait discuter beaucoup sur le bien fondé de « cela a-t-il du sens de vouloir contrôler ?» Parce que c'est cela la demande, aidez-moi à contrôler mes émotions. Mais on va pas le faire là. Pour illustrer comment on pourrait s'y prendre, je vais vous ramener sur les terres, dans les territoires de la systémique, du modèle de Palo Alto. Et si vous écoutez mon autre podcast, j'ai un problème. Soit vous connaissez déjà très bien, soit vous commencez à connaître. Et on va repartir sur une histoire d'Emmanuel, d'une situation qui pourrait bien vous arriver, vous être déjà arrivé, en entreprise ou ailleurs, la peur du regard des autres, la peur de prendre la parole. C'est le cas d'Hélène. Une fois bien installée, assise dans son fauteuil, posée, sous le regard aimable d'Emmanuel, Hélène démarre. Je ne sais pas si je suis angoissée ou bien déprimée. En tout cas, peut-être un truc entre les deux. Parce que j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Franchement, j'ai tout essayé. J'ai épuisé 2 coachs, j'ai fait de la relaxation. J'ai pris des médicaments avant les réunions. J'ai tenté la pensée positive et je suis même allée voir un magnétiseur. Rien n'a marché. Ne serait-ce qu'une petite fois pour la prise de parole en public, rien n'a marché. Même si, évidemment, tout cela m'a fait du bien par ailleurs. Dès que je dois m'exprimer devant un auditoire, je perds tous mes moyens. Je parle de façon hyper monocorde, mes mains sont moites, mes jambes tremblent, et j'ai des espèces de trous noirs, des trucs un peu horribles. Ça, c'est quand j'arrive à y aller. Parce que parfois, je fais semblant d'avoir une grippe ou trop de boulot, et ma responsable, ça y est, elle est plus dupe. La semaine dernière, elle m'a dit « Hélène, franchement, ce poste-là de manager, c'est pour vous. Mais d'abord, vous devez régler ce problème de prise de parole en public. Vous devez absolument travailler votre charisme. » Ah ouais, alors du coup, avec cet enjeu, j'imagine que votre angoisse augmente encore plus, demande Emmanuel. Ben, forcément, je me dis qu'à cause de ce problème, j'évoluerai jamais. Quand même, je trouve que c'est super injuste parce que je travaille comme une folle. J'ai les meilleurs résultats de l'agence. Je m'entends bien avec tout le monde et simplement, juste à cause de cette angoisse, je vais pas pouvoir gravir les échelons. Bah oui, c'est pour ça que il est parfaitement normal qu'en plus d'être angoissé, finalement vous vous sentiez déprimé. Parce que, comme vous le dites fort bien, cette peur-là, la peur panique, à certains moments, ça devient paralysant et ça vous empêche de vivre normalement. En ce qui vous concerne, elle vous empêche clairement d'évoluer professionnellement. Il est donc logique que vous vous sentiez aussi déprimé qu'angoissé. Racontez-moi, demande Emmanuel, la dernière fois que cette peur de prendre la parole en public vous a complètement envahi, voire tétanisé. Il y a 2 jours, je devais présenter le plan de formation au directeur. C'est un sujet que je maîtrise. J'avais vraiment aucune raison d'avoir peur. Mais ça a été l'horreur totale. Je suis vraiment passée pour la débile de service qui annonce son texte sans rien comprendre. Exactement l'idée qu'on se fait d'un manager charismatique, vous voyez? Ouais, je vois à peu près. Et à quel moment l'angoisse de cette réunion s'est-elle manifestée? La veille au moment du dîner. Et vous, comment vous la sentez venir? Quel est le premier signe qu'elle vous envoie? J'ai le ventre qui commence à se nouer. J'ai des chatouilles dans les mains. Ma gorge se serre et mon cœur bat plus vite. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? J'en parle à mon mari et je lui dis
c'est horrible, je vais encore me planter, je vais passer pour une débile auprès de tout le monde, et évidemment, j'aurai pas ma promotion. Et là, il me répond, mais non, je suis sûre que tu progresses à chaque fois. Même si tu t'en rends pas compte, tu vas finir par t'habituer. Ça vous apaise? Ouais, 2 secondes. Ensuite, ça repart de plus belle, mais au fond, ça m'apaise pas du tout. Vous faites d'autres choses avant la réunion? La veille? Ou alors juste avant pour calmer vos angoisses? Oui, j'essaie de me rassurer. Je respire par le ventre, je me visualise en train de réussir la réunion, comme m'a dit mon premier coach, et je relis beaucoup mes notes. Résultat? C'est nul. Je suis tétanisée au moment où c'est à moi de parler. Parfois, je suis tellement mal que si on me demande mon adresse, je sais pas quoi répondre. Comme si les connexions à mon cerveau étaient coupées. Franchement, c'est vraiment naze. Donc, si je synthétise, ça signifie que vous demandez à votre mari de vous rassurer, vous tentez de vous rassurer vous-même, et vous essayez d'évacuer la peur juste avant. Ben oui, en fait, je fais ce qui est logique. En effet, ça semble logique, dit Emmanuel. Pourtant, le sentiment que ça me donne, c'est que le simple fait de vous rassurer, de vous faire rassurer par votre mari, en quelque sorte de nier votre peur, provoque son augmentation. Comme si votre refus de l'accueillir le transformait en un monstre déchaîné qui, pour bien se faire entendre, choisit le pire moment pour vous, les réunions. En fait, malgré le feedback très explicite de sa part, de votre peur, vous continuez à ne pas vouloir la regarder dans les yeux. Eh ben, j'ai bien peur qu'à ce petit jeu-là, à la prochaine réunion, cette peur vous fasse vous évanouir. Dites pas d'horreur, c'est pas possible. Ben si, je vous promets que c'est possible si vous continuez comme ça à la maltraiter. Mais on va s'en occuper ensemble. Mais avant, en bonne praticienne du modèle de Palo Alto, Emmanuel pose une autre question. J'ai une question plus spécifique pour vous. Que faites-vous pendant la réunion, pendant la crise d'angoisse pour qu'elle diminue? J'essaie de faire en sorte que personne ne le voit. Je cache mes mains derrière mon dos. J'essaye de contrôler les tremblements de mes jambes. Je regarde l'écran pour m'accrocher à quelque chose. Et visiblement, ça ne marche pas mieux que le fait de vous rassurer. Non, c'est sûr, mais franchement, je vois pas quoi faire d'autre. Bon, tout d'abord, dit Emmanuel, je vais vous donner un exercice à faire tous les jours pendant 15 minutes et que vous avez déjà l'habitude de faire. Mais vous le faites dans le mauvais sens. Pendant une semaine, vous allez visualiser pendant 15 minutes tout ce qui pourrait se passer d'horrible pour vous à la prochaine réunion. Je vous donne des exemples, vous pourriez rougir, bégayer, ne pas répondre à une question hyper basique, vous mettre à pleurer, vous évanouir, pourquoi pas. Je voudrais que vous imaginiez également ce que diront les gens à cet instant. Votre chef pourrait se dire, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour ce poste. Les directeurs pourraient se dire, oh, il y en a marre, c'est insupportable, ces réunions avec la potiche à la voix de robot. Pourquoi on nous la colle comme ça? Et même la DRH pourrait se dire, elle a vraiment aucun potentiel. Mais j'ai pas du tout envie de penser ça, dit Hélène. Ça, c'est horrible. Ah oui, dit Emmanuel, c'est bien ça le problème. Le fait même que vous ne vouliez pas y penser provoque votre panique. Je ne serais vraiment pas professionnelle si je vous laissais continuer comme ça sans vous expliquer comment on fait exactement l'inverse. Mais n'oubliez pas, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites et dans ce cas-là, vous continuerez à vivre ce que vous vivez. Ou alors, vous pouvez emprunter la voie inverse, celle que je vous propose, et effectivement, elle n'est pas sans désagrément. Toutefois, il faut que je vous dise, si vous choisissez cette voie à 180 degrés, je vous propose de faire venir ce scénario épouvantable 7 fois avant la prochaine réunion. Il y a une condition supplémentaire, sans jamais vous rassurer. Il se peut que votre cerveau, rétif à cette nouvelle façon de faire, puisqu'il a fait l'inverse pendant des années, vous envoie des pensées parasites, du genre « Je mets quelles chaussures pour le mariage de ma cousine ?» Vous devrez les chasser pour vous concentrer sur toutes les façons dont vous pourriez vous y prendre pour saboter la prochaine réunion.
une fois que vous aurez fait cet exercice cette fois, je vais vous demander de réfléchir à la façon dont vous pourriez, en début de réunion, annoncer votre stress plutôt que de le cacher à votre auditoire. Vous pourriez dire par exemple « Pardonnez-moi mais je suis très impressionnée et là c'est une réunion importante pour moi. Il se peut donc que je me mette à bégayer ou bien à rougir. » Et du coup, l'avantage si vous bégayez ou si vous rougissez, c'est que vous pourrez dire « Ben voilà, je vous avais prévenu. » Vous savez, c'est une attitude de courage extrême. Et ça fait que vos yeux ne sont plus tournés vers l'intérieur puisque vous déposez l'angoisse à l'extérieur. Ça me semble vachement difficile. Vraiment, vraiment ça m'a l'air difficile, dit Hélène. Oui, ça l'est. C'est la raison pour laquelle, dit Emmanuel, vous allez d'abord vous confronter à l'idée d'une réunion encore plus cauchemardesque que d'habitude. Et puis, nous nous reverrons la veille de la réunion pour préparer votre annonce. Évidemment, elles ont travaillé toutes les deux. Et Emmanuel raconte dans son livre sur le 180 degrés que Hélène considère aujourd'hui que sa peur est tombée de 10 à 2. Et bien sûr, elle a été promue manager et a décidé d'accueillir ses peurs, d'où qu'elles viennent. C'est un vrai sujet et j'ai une pensée pour un accompagnement que j'ai démarré hier, elle se reconnaîtra, dans lequel elle me disait « J'ai tellement peur de ce que les autres vont penser de moi que j'ai l'air d'une fille très empruntée, une fille du 16 alors que c'est pas du tout ce que je suis. » Évidemment, on n'a rien contre les filles du 16, bien au contraire, mais c'est la question de à quel moment je mets un masque qui est si lourd, qui me déforme, qui est si contraignant et qui me tord de l'intérieur. Et ça arrive si souvent, cette demande. Alors aujourd'hui, vous savez, on appelle ça l'anxiété sociale ou la phobie sociale. Ben oui, parce qu'on a besoin de tout pathologiser. Donc ça y est, on a notre pathologie. Et c'est tellement fréquent, ça arrive tellement. On pourrait se demander pourquoi, même si je suis pas sûre que ce soit très utile, mais quand même, on pourrait se dire que, voilà, c'est normal parce que on a eu des expériences par le passé qui ont pu être négatives ou des endroits où on s'est senti humilié. Ensuite, il y a comment on est intrinsèquement, est-ce qu'on est plutôt introverti et le fait de s'exposer est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, il y a une espèce de pression sociale qui est tellement prégnante, tellement invasive, partout, dans le monde du travail, dans la vie privée, que ça peut augmenter, accroître cette anxiété. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait de vouloir répondre à toutes nos injonctions silencieuses, nos saboteurs qui sont vous le savez, soit parfait, soit fort, fait plaisir, etc., etc. Et en fait, quand on s'en parle là comme ça n'a l'air de pas grand-chose. Mais le truc, c'est que ce sont de vrais handicaps, avec des symptômes physiques parfois, des palpitations, de la transpiration, des maux de ventre, des pensées négatives. Et finalement, ça finit par avoir un vrai impact dans la vie quotidienne. Alors, mon invitation, c'est de comprendre que plus vous fuyez, plus vous amplifiez. Alors que dès que vous bougez, vous verrez autour de vous, ça bouge. Quelle que soit la façon dont vous allez vous y prendre maintenant pour essayer d'en faire quelque chose, de changer quelque chose, que vous pensiez avoir un accompagnant, un coach, un thérapeute, enfin ce que vous voulez, même des groupes. Dites-vous juste que dès lors que vous accepterez de prendre par la main, regarder, affronter, danser avec ce que sont vos émotions qui vous dérangent, eh bien, dès ce moment-là, vous commencerez à leur faire la juste place, celles qui font qu'elles reviendront à leur bon niveau et qu'elles seront désormais une simple information et pas un cheval de Troie qui vous met par terre. Voilà, on a terminé cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire, une nouvelle séance. D'ici là, vous savez que vous pouvez écouter une des 86 histoires qui sont présentes dans ce podcast et qui ne sont pas dépendantes les unes des autres. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous aimez, partagez, diffusez ce podcast.
À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Toutes les choses qu'on dit le plus, yeah, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.